Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous nous regardez à la télé, vous voyez le dos de Benoît Dutrisac qui quitte le studio. Ben oui, c'est ça, on se fait une petite transition tout en douceur entre l'univers de Benoît et le mien. Beaucoup de choses en commun, des fois beaucoup de divergences, mais c'est ça à Cube, c'est ça qu'on aime, c'est différents tons, différents esprits, différents propos. Alors, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube. Avant de commencer l'émission, il y a évidemment beaucoup de sujets dont on va vous parler aujourd'hui, mais on vous parlera pas du pape. Ouais, ça suffit, le pape, là, il a le droit à son... C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis quelque temps. Donc, on va parler d'autres sujets. Mais avant de commencer l'émission, je veux revenir. Il y a quelques jours, j'ai reçu à l'émission pour la deuxième fois une femme médecin. Elle s'appelle Maude Rebérol. Elle est atteinte d'un cancer très grave, un cancer stade 4. Et je l'avais reçue la première fois parce que elle était incapable de recevoir le médicament dont elle avait besoin pour lui sauver la vie, d'une certaine façon, un médicament qui coûte très cher, 30 000 $ par mois, et elle n'arrivait pas à recevoir ce médicament, malgré le fait que, bien sûr, comme médecin, elle est amplement assurée, et elle n'y arrivait pas pour des raisons bureaucratiques, parce que sa maladie cochait pas les bonnes cases. Au début, elle était stade 2, elle a été rendue stade 4, puis le médicament était seulement pour les gens stade 2. C'est le genre d'affaire de casse-tête, la maison des fous d'Astérix. Donc, je l'ai reçue une deuxième fois, il y a quelques jours seulement, parce qu'elle a finalement donc obtenu ce médicament pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle avait contacté donc le ministère de la Santé et l'entourage de Christian Dubé, et parce qu'elle était venue ici en parler à Cube. Faire une longue introduction pour vous dire que si vous aussi, vous avez vécu ce genre, ou vous vivez en ce moment ce genre de casse-tête bureaucratique, que vous vivez des situations où vous avez l'impression que le système joue contre vous, alors que le système est censé vous aider et vous venir en aide. Si vous vivez ce genre de situation-là, mais moi, j'ai envie de vous entendre. Alors, je vous donne mon adresse courriel. Elle est publique, hein, c'est mon adresse professionnelle. Donc, sophie.durocher@quebecormedia.com. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, des fois, il y a des nouvelles économiques. C'est des fois, quand on lit le journal ou quand on écoute les nouvelles, quand c'est rendu aux nouvelles économiques, ça nous intéresse plus ou moins. On se dit, en quoi ça me concerne, moi? C'est des affaires de gros chiffres, de gros sous. Ça n'a pas d'impact sur ma vie à moi. Puis des fois, on a tort. Très souvent, on a tort. Prenez par exemple la nouvelle de l'abaissement de la cote de crédit du Québec, donc ce qu'on appelle communément une décote. C'est arrivé il y a quelques jours, et puis pour le Québec, donc une décote quand même assez importante. Peut-être que vous vous êtes dit, ça n'a pas d'impact sur moi. En quoi ça me concerne? Ça va vous concerner parce que comme contribuable, vous allez être appelé à payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour la dette du Québec. On parle d'un montant total de 450 millions sur 10 ans, et c'est le ministre Girard lui-même, le ministre des Finances, qui l'a dit. Moi, j'avais envie de parler de l'impact que ça va avoir sur les contribuables avec Nicolas Gagnon, qui est directeur pour le Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. On dit toujours, si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. On pourrait dire la même chose de l'économie. Si on s'occupe pas de l'économie, l'économie va s'occuper de nous. Comment vous avez réagi, Monsieur Gagnon, quand vous avez su que, justement, le ministre des Finances disait, le prix de la décote, ça pourrait signifier 450 millions sur 10 ans. Êtes-vous tombé en bas de votre chaise? Oui, mais malheureusement, on s'y attendait là, depuis aussi longtemps qu'ils ont fait l'annonce, qu'on a appris que Standard & Poor's révisait à la baisse la fameuse cote du crédit du Québec de AA+,
de A à moins à A+, ben c'est là qu'on a appris qu'effectivement les conditions d'emprunt du gouvernement du Québec par rapport à sa dette seraient resserrées. En fait, une décote, que ce soit pour le gouvernement ou que ce soit pour monsieur et madame tout le monde, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si votre cote de crédit baisse, ben les conditions d'emprunt, les termes de remboursement, tout ça va être beaucoup plus serré et voire même pourriez vous faire refuser si jamais votre cote est trop basse. Dans le cas du Québec, c'est à peu près ce qui s'est passé essentiellement. On a constaté que les finances publiques du Québec étaient un petit peu hors de contrôle. Le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire de M. Girard, qui a été présenté dans son dernier budget selon Standard & Poor's, ne tient pas vraiment la route. Et il y a en plus le fait qu'il y a de l'imprévisibilité à cause des élections de l'année 2026 qui s'en viennent, qui pourraient brasser des cartes, ou est-ce que généralement on a une surenchère de promesses qui sont très coûteuses. Donc au final, cette décote-là, ça nous annonce qu'effectivement la dette du Québec va nous coûter plus cher. Cette année, il faut quand même le rappeler, juste cette année, la dette du Québec en termes d'intérêt, ça nous coûte 9,7 milliards de dollars. C'est énorme. Et juste pour vous donner une idée, si on prend juste ça en redistribuant le montant par citoyen québécois, on est à peu près 9,1 millions. C'est environ 1065 dollars par personne qui est payé en intérêt sur une dette qui va continuer à augmenter via nos taxes et impôts. Et là, on apprend finalement que ça va nous coûter encore plus cher à cause de la décote, parce que le montant de 9,7 milliards, c'est ce qu'on avait dans le dernier budget, mais ça va être révisé à la hausse. Et dites-vous qu'au courant des 5 prochaines années, donc d'ici le fameux retour à l'équilibre budgétaire qui était apparemment annoncé là, pour 2030, ben en fait, la dette va nous avoir coûté environ 55 milliards de dollars collectivement en taxes et en impôts qu'on va tous payer pour pas pour avoir des meilleurs services, pas pour avoir des meilleures routes ou des hôpitaux rénovés, non, mais essentiellement pour rembourser les intérêts sur une dette qui va malheureusement continuer à augmenter et va nous coûter de plus en plus cher. Alors, vous avez utilisé tout à l'heure, et la comparaison est fort juste, la cote de crédit, c'est la même chose qu'on soit un gouvernement ou qu'on soit un contribuable, dans la mesure où les règles qui s'appliquent sont un peu les mêmes. Moi, la comparaison que je fais des fois, c'est que je dis, ben, c'est comme l'hypothèque. Tu sais, je veux dire, tu t'es habitué, mettons, ton hypothèque, elle te coûte, je sais pas moi, 2000 dollars par mois. Si il y a des changements, ben là, tout d'un coup, tu te retrouves avec une hypothèque à 4000 dollars par mois. Mais la différence, c'est que c'est déterminé par la banque et c'est le même taux pour tout le monde. Alors que dans ce cas-ci, la cote de crédit du gouvernement a été abaissée parce que Standard & Poor's considère que le gouvernement n'a pas pris de bonnes décisions financières. Et c'est là que c'est frustrant parce que nous, comme contribuables, on se trouve à payer plus cher, corrigez-moi si je me trompe, à cause d'une mauvaise gestion de la part du gouvernement, de la CAQ. Vous avez tout à fait raison. Ça va nous coûter plus cher essentiellement à cause de ces mauvaises décisions-là, à cause du fait que finalement, on aura remis à plus tard non seulement le véritable retour à l'équilibre budgétaire puisqu'il ne tient pas la route, mais on va avoir en plus accumulé davantage de dépenses. Il faut rappeler qu'on a un déficit record cette année de 13,6 milliards. Donc, c'est 13,6 milliards que le gouvernement n'avait pas en revenus, mais qu'il était emprunté sur le dos des contribuables actuels et des générations futures. Et donc, vraisemblablement, c'est nous qui allons devoir assumer ce coût-là au niveau là, des paiements en intérêt. Mais il y a, ce qui est de plus désolant là-dedans aussi, c'est le fait que pour l'instant, il semble pas avoir de prise, on prend pas vraiment ça au sérieux. Du moins, c'est pas ce que je ressens de la part du gouvernement Legault présentement. On voit entre autres le ministre, Éric Girard, ministre des Finances, qui refuse de s'engager à régler cette décote. Il faut dire, c'est quand même une décote assez humiliante parce que si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on a eu une telle décote, en fait, je pense que c'est la dernière fois qu'on a eu une Coupe Stanley à Montréal. Donc, ça donne une idée à quel point ça fait assez longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais par-dessus le marché, c'est ça, ça fait quand même longtemps. Puis la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va revenir, en fait, avec une cote de crédit un peu plus reluisante. Puis ça, malheureusement, François Legault semblait lui-même avouer qu'il... Oui, on risque d'avoir une Coupe Stanley avant d'avoir une reprise économique. Honnêtement, je serais prêt à parier là-dessus, mais j'espère que non. J'espère qu'on aura tort parce que plus on repousse l'équilibre budgétaire, ou plus on repousse en fait cette atteinte de l'objectif où est-ce qu'on a des finances publiques mieux gérées, plus ça va coûter cher aux générations actuelles de contribuables et futures. Mais il n'en reste que même François Legault, de son propre aveu, a dit que ça en valait le coup, alors qu'on voit très bien qu'on regarde l'état des services publics, on regarde l'état de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos routes. On se demande finalement comment est-ce qu'on a réussi à creuser la dette, d'accumuler autant de déficits pour finalement avoir un tel résultat et se rendre compte que finalement, les conditions d'emprunt pour les prochains gouvernements, parce que on n'est pas sorti du bois avec notre dette, ça va être encore plus difficile pour les prochains gouvernements. Voilà. Alors, mon collègue Jean-Philippe Leroux me rappelle que la dernière Coupe Stanley, c'était 1993. On se souvient du défilé sur la rue Sainte-Catherine. En effet, merci Jean-Philippe.
Donc, c'est cette frustration qu'on ressent comme contribuable où on se dit, ben là, on vient de passer la période des impôts, évidemment, au mois d'avril. Donc, on le sait, on le voit concrètement. Quand on fait notre rapport d'impôt, on se dit, bon, ben écoute, cette année, là, j'ai versé 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, peu importe, aux différents paliers de gouvernement. Puis après, on laisse de côté notre formulaire d'impôt. Puis là, on regarde l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a de l'eau qui coule du toit. Après ça, on se retourne de l'autre bord, on voit les écoles, puis on dit, OK, il y a de la moisissure dans les écoles. Après ça, on prend notre auto, on voit qu'il y a des crevasses, c'est le Grand Canyon dans nos routes. Fait que là, on se dit, ben, mon 10 000, mon 20 000, mon 30 000 que je vous ai envoyé à Québec, qu'est-ce que vous avez fait? Quoi avec cet argent-là? Avec grande surprise que François Legault répond à ça, en fait, c'est de dire, ben, on a investi massivement en santé, en éducation, on s'est occupé des missions premières du gouvernement, et donc c'est apparemment la raison pour laquelle on a une décote présentement. Mais effectivement, quand on regarde par exemple les budgets en santé entre 2018 et 2024-2025, on a augmenté ça de pas loin de 52%. En éducation, c'est pas loin de 54%. Alors les gens ont tous les droits de se poser la question, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent dans ces missions-là et qu'on a autant augmenté les budgets sans pour autant avoir des meilleurs résultats et avoir encore plus de problèmes à gérer ces différentes infrastructures, à se poser la question si on doit littéralement mettre en arrêt en fait différents projets d'infrastructures routiers au Québec pour prioriser des rénovations d'hôpitaux. Entre autres, ça n'aurait pas dû avoir lieu à ce stade-ci. Donc c'est quelque chose qui est assez incompréhensible et on espère que le gouvernement va finir par un peu avoir un meilleur regard sur cette situation-là parce que c'est complètement inacceptable. On aurait espéré au moins que le ménage dans les finances publiques se fasse avant, en fait, non seulement avant cette décote, mais qu'elle se soit faite bien avant ça. Malheureusement, comme je vous disais tantôt, on approche d'une fameuse année électorale en 2026. S'il n'y a pas de ménage qui est fait cette année, je serais très surpris qu'il se fasse l'année prochaine dans un contexte où est-ce qu'on cherche à se faire réélire, ou est-ce que les partis de l'opposition vont faire des promesses qui risquent d'être encore plus dépensières que le gouvernement actuel. Donc, malheureusement, les contribuables vont se retrouver à devoir payer non seulement le fardeau d'un gouvernement qui n'aura pas pris en considération l'impact d'une mauvaise gestion des finances publiques, mais en plus, on va avoir peut-être un prochain gouvernement qui va être encore plus dépensier. Bien sûr, j'espère me tromper à ce niveau-là, mais une chose est sûre, je pense que les contribuables méritent d'avoir des réponses plus claires de la part du gouvernement. Comment ça se fait qu'on a autant augmenté les dépenses, qu'on assume une décote, qu'on doit payer encore plus cher la dette du Québec et on n'en a pas plus pour notre argent à la fin de la journée? Parce que, oui, vous l'avez dit, puis vos chiffres sont excellents. En effet, on augmente le budget de la santé, mais on finit par se dire, Nicolas Gagnon, que finalement, toujours augmenter des budgets ou lancer de l'argent à un problème n'est pas la solution. C'est la façon dont on gère cet argent-là. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir un gouvernement qui, au lieu de me dire, à chaque fois que je lui dis, papa gouvernement, il y a un problème, il me répond, ben, je vais donner plus d'argent, qui me répondent plutôt, ben, on va regarder l'argent, les sommes qu'on met déjà en ce moment, on va voir si l'argent, il va au bon endroit, s'il est bien géré, s'il est géré en bon père de famille, s'il n'y a pas des dépenses inutiles, s'il n'y a pas une restructuration où on pourrait éliminer les intermédiaires, que les organigrammes tentaculaires là, qui ont l'air d'une pieuvre avec 82 bras, si on peut pas couper une coupe de bras à la pieuvre gouvernementale. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre de la part de mon gouvernement. Et c'est ce qu'on aimerait tous entendre, je suis persuadé, surtout que quand on regarde les travaux qui ont été faits de la part du gouvernement Legault jusqu'à maintenant, notamment en santé, respectueusement, ça s'est contenté plutôt de faire une réforme en mettant en place une nouvelle agence de Santé Québec qui rajoute plus de fonctionnaires dans la machine. Et on a rajouté des bras à la pieuvre. Exactement, on a rajouté, ou plutôt on a rajouté une tête, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait voir ça, mais à la fin, on n'a pas de meilleurs résultats sur le terrain. On a rajouté une pieuvre sur la pieuvre. Exactement. Donc, au final, c'est normal qu'on se perde là-dedans. Et en plus, on se demande à quel point l'ajout de cette agence-là, que ce soit pour la santé ou que ce soit l'agence de mobilité durable aussi, donc différentes agences qu'on rajoute par-dessus les organigrammes tentaculaires, on se demande en fait en quoi ça va servir non seulement les contribuables, mais en quoi ça va aussi améliorer l'état des services, leur rapidité et leur qualité à tous les niveaux. Donc, c'est sûr qu'il y a un examen qui est à faire. Malheureusement, au Québec, on a eu plusieurs propositions qui ont été refusées jusqu'à maintenant, entre autres la mise en place d'un directeur parlementaire du budget qui pourrait être à Québec comme on en a un à Ottawa et qui pourrait en fait faire une révision un peu plus neutre
je dirais, beaucoup plus approprié, en fait, là, de l'état des services, de l'état des programmes et de vraiment fournir l'heure juste en fait, aux contribuables parce que malheureusement, avec Éric Girard, notre cher ministre des Finances, trop souvent, on a eu des budgets qui ne disaient pas nécessairement la même chose que ce qui était prévu dans la mise à jour économique précédente. On a souvent eu des indications que, oui, inquiétez-vous pas, on a un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, puis finalement, on révise le plan, puis on se rend compte que ça tient pas du tout la route. Donc, il serait temps d'avoir une instance supplémentaire, pas plus de fonctionnaires Non, pour en un ajouter, Doge. mais il faudrait que non, Un Doge. effectivement, il faudrait avoir un chien de garde, c'est exact. Ah ouais. Un Doge. Alors, Doge, ben, si jamais vous avez pas entendu parler, ce qui m'étonnerait, peut-être vous avez été caché en dessous d'une roche pendant une couple de semaines, c'est Department of Government Efficiency. Donc, c'est ce poste créé sous Donald Trump pour, s'assurer, regarder dans tous les départements. Je dis pas, évidemment, qu'il faut faire ce que fait Donald Trump, mais l'idée de quelqu'un qui est un chien de garde qui dit, voyons, telle affaire, il y a des doublements, telle affaire, ça a pas de sens, telle dépense est complètement superficielle, superfétatoire, on n'en a pas besoin. Des fois, ça ferait du bien. Alors, merci beaucoup, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables d'avoir réagi à cette nouvelle qui est quand même assez décourageante. La décote pourrait coûter 450 millions sur 10 ans. En fait, c'est une façon de dire 45 millions de dollars par année. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui admet que la machine était déjà hors de contrôle, mais elle l'est encore plus. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon. Merci à vous, bonne journée. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, il y a 25 ans, on était tous, mais tous, sous le choc. André Fortin, que tout le monde appelait Dédé, cet être original, créatif, attachant, imaginatif, ce personnage inclassable des colocs, non seulement mourait, mais se donnait la mort. Alors aujourd'hui, on souligne les 25 ans de sa mort. On va le faire d'abord en musique. Aussitôt arrivé, me v'là en beau cheval vert. Ça avait l'air d'un Val Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur le principal. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Pour Dieu, laisse-moi pas tomber. Wow, ma petite Julie, si t'es pas si jeune, je t'aurais pris. Dis-toi que je suis un gars patient, pis viens me revoir quand t'auras 20 ans. Alors, on est tous... si vous avez connu cette époque-là, en tout cas, c'est une journée que vous ne pouvez pas oublier. On était tous sur le choc et sous le choc, pardon. Et mon prochain invité l'était parce qu'il connaissait très bien Dédé Fortin et qu'ils avaient des projets ensemble. C'est le musicien Richard Petit. Bonjour, Richard. Bonjour, Sophie. Merci de me recevoir. Ben, écoute, je préférerais bien sûr te recevoir pour te parler de choses joyeuses, mais c'est important aujourd'hui de souligner la mémoire de Dédé Fortin. On va peut-être commencer comme ça. Journée très particulière pour toi, il y a 25 ans, ce 8 mai. En fait, petite correction. Je pense que l'histoire a un peu décalé cette journée. Parce que ce n'est pas le 8 mai qu'on a découvert Dédé, on a découvert Dédé le 10 mai. Et le coroner a associé au 8 mai le décès de Dédé, mais l'anniversaire, le moment, le 25 ans, c'est le 10 mai que ça se passe, et non pas le 8 mai. Mais bon, regarde, on le salue maintenant le 8 mai. Mais c'est important, c'est vrai. Mais l'histoire, c'est le 10 mai. C'est vrai. Donc, c'est le 10 mai qu'on a appris sa disparition. Tu as entièrement raison, mais les faits sont importants. Je suis contente que tu remettes les pendules à l'heure, Richard. Donc, raconte-nous, dans un premier temps, toi, ce qui se passait et qu'est-ce qui devait se passer entre toi et Dédé Fortin le 10 mai. En fait, faut comprendre que Dédé avait été le moteur de la naissance de mon contrat de 10, c'est-à-dire que c'est lui
qui avait pris mes maquettes à l'époque et il avait été cogné aux portes de certaines compagnies de disques et pour ne pas dire défoncer certaines portes et qui a pratiquement menacé Pierre Tremblay des disques doubles à l'époque de me produire. Et ça fait que sous condition même qu'il était pour faire les maquettes de l'album. C'est que de l'automne, ça s'est passé à l'automne 98 et je venais à ce moment-là de commencer ma carrière solo que j'avais quitté mon groupe de l'époque qui s'appelait L'Affaire Tournesol et qui avait fait finaliste de l'Empire. Et là, l'année 99, on a travaillé sur le projet. Les maquettes, on a fait ça chez Dédé à l'usine C, là, dans le temps que son local était là. Et à l'automne, on a transféré la réalisation de l'album a été prise en charge par Nicolas Maranda. On a travaillé tout l'hiver. Et quand on arrive au printemps, la date du 10 mai est mise en place pour être le lancement. Et Dédé était même, on était supposé avoir une entrevue ensemble à mon lancement avec Flash, en direct avec Flash. Là, il faut comprendre que là, à cette époque-là, tu sais, des lancements de disques, il n'y en avait pas toutes les semaines. Hein. Il sortait là, une vingtaine d'albums, trentaine d'albums au maximum par année. Ça fait que d'un lancement comme le mien, il était un peu attendu médiatiquement. Il faut comprendre que tout ce qui existait dans le show business était dans le musée Juste pour rire à cette époque-là. Et mes contemporains de l'époque, d'autres chanteurs, d'autres groupes, les journalistes, et étant donné qu'on était à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, l'information voyageait un brin plus lentement, le feu prenait moins vite dans la prairie. Dans la broussaille. Dans la broussaille. Et l'information, la rumeur est rentrée dans le Club Soda, pas le Club Soda, mais dans le musée Juste pour rire, autour de 4 heures de l'après-midi. Puis il faut comprendre même que Mike Sawatzki, Célanie et Normando, à l'époque, cherchaient Dédé depuis le matin. Puis donc les membres des colocs. Les membres des colocs cherchaient parce qu'ils ne s'étaient pas pointés à une conférence de presse le matin. Et à ce moment-là, ils ont dit, à un moment donné, vers 13h, ils ont dit « Ah, il est avec Richard à son lancement. Richard était nerveux. C'est avec... Fait que, et là, ils sont débarqués, les trois. Je me rappelle, j'étais sur le bord de la scène et je vois Célanie, Mike, et ils viennent me voir. Dédé, es-tu avec toi? Là, je fais, non, je l'ai pas vu, mais j'ai laissé un message un matin, on devrait se voir, il devrait arriver sous peu, on a une entrevue tantôt ensemble. Puis, ils ont fait, puis ils sont repartis, puis ils ont quitté. Puis, j'ai pas eu de nouvelles après, et à peu près 5 minutes avant le début du lancement, mon frère Martin est rentré dans ma loge avec mon producteur. On était vraiment là à 5 minutes là, du lancement. Le bruit courait déjà, mais j'étais un peu isolé à ce moment-là dans ma loge et il ferme la porte puis il m'annonce que Dédé est mort. Là, ça a été pour moi, je pense que j'ai fait une chute de pression. C'est devenu très, très flou à partir de ce moment-là. Et parce que je vivais, moi, techniquement, une journée, puis comme on sait, on est dans les années début 2000, c'est les relents des années 90. Tu sais, un contre-disque, c'était quelque chose de prestigieux. Lancer un album, c'était prestigieux. C'était pas aussi facile de mettre sa musique là, à l'avant comme on a maintenant. Ça fait que c'était quand même une route de pèlerin se rendre à ce jour-là. Et c'est pour ça que Dédé était important pour toi, parce que tu nous l'as très bien décrit, à quel point il avait été justement ton bâton de pèlerin. Donc, le jour même, le 10 mai, on apprend non seulement qu'il est mort, mais qu'en plus, il s'est suicidé. Donc, tu nous dis, tu as une chute de pression parce que c'est un complice pour toi. Explique-nous, et peut-être aussi, mettons, j'imagine, quelqu'un qui nous écoute qui a 25 ans, donc qui n'était pas ou qui n'était pas encore né peut-être au moment où Dédé est mort, l'importance, ce qu'il représentait, Dédé Fortin, sa force vive et pourquoi ça a surpris tout le monde, ou peut-être pas que ça a surpris tout le monde qui s'enlève la vie. Écoute, des êtres de génie, appelons-le comme ça, parce qu'il y a un génie derrière tout ça. C'est un génie créatif. C'était pas juste un génie créatif, c'était un magicien du moment, puis un magicien des hommes, tu sais. Il savait rassembler
des êtres de tout acabit, de toute strate sociale, puis il en sortait des diamants bruts de ces gens-là. Il a vraiment été un minier de diamants à travers toutes sortes de strates de la société. Et c'était un privilège, puis c'était très inspirant d'être près de cet homme-là. C'est pour ça que je pense qu'il a été à ce point, et encore à ce jour, tu sais, je me suis surpris ce matin, j'ai fait une entrevue, puis l'émotion m'a repris, là, comme, la même douleur m'a remonté, je me dis, hey, c'est bizarre que cette émotion-là, 25 ans plus tard, est aussi proche de ma peau, et sur ma peau, et même pas en fou en dedans de moi, c'est comme si on m'avait touché, puis ça avait tout réveillé. À quel point cet homme-là a eu ce genre d'impact-là sur moi, mais sur énormément. Parce que j'écoute multiples entrevues depuis 25 ans de gens à qui Dédé les a bouleversés à leur manière. Puis c'est tout le temps une histoire complètement différente. Puis je me dis, merde, il y a eu 1000 Dédé, il y a eu 1000 vies. Puis moi, ben écoute, j'ai eu la chance d'être proche de lui parce qu'on a connecté au niveau littéraire au départ. Parce que on s'est croisés en musique, mais il y avait un intérêt sur les textes. Absolument. Il y avait un intérêt sur mes textes. Pour la littérature, oui. Oui. Ouais. Il est venu me chercher pour aller écrire Dehors Novembre avec lui. C'est que moi, j'ai collaboré beaucoup au texte de l'album Dehors Novembre, puis c'est vraiment dans ces moments-là. D'ailleurs, je pourrais dire, le moment le plus fort, ça a été notre collaboration sur le texte de Belzébuth. Ouais. Mais ça passait à des moments où est-ce que moi et lui, j'y amène les fleurs du mal, puis je lui lis du Baudelaire sur Mont-Royal. Tu sais, on avait cette espèce de romance attachée aux mots puis à la poésie. Puis quand il est venu me chercher, j'avais demandé pourquoi tu ne m'amènes pas à Fred Fortin? Il y a une plume bien plus proche de la tienne que moi. Puis il était là, non, c'est ce côté poétique, aérien, là. C'est le même qu'on avait connecté. Ceci dit, le jeune qui n'a pas connu Dédé, puis qui en entend parler aujourd'hui, moi, je sais que depuis, il y a eu très peu dans notre colonie artistique des gens qui ont eu cette façon-là. Puis, on peut nommer Carl Tremblay, il y en a pas beaucoup. C'est une bonne comparaison. De gens qui ont été aussi polarisants pour que tout d'un coup, tout un peuple, toute une nation s'en approprie un bout. Comme on s'appropriait un bout d'un frère ou de quelqu'un de notre famille. Puis il y a eu cet impact-là. Oui, t'as tellement raison, Richard, parce que quand Carl Tremblay est décédé, bon, évidemment, dans son cas, c'était un cancer, c'est différent, mais donc, collectivement, on a pleuré ensemble. Et et c'est la dernière fois que on avait vécu ça, c'était Dédé. Tu sais, bon, quand Jean-Pierre Ferland est mort aussi, on a pleuré ensemble, mais c'était différent. Quand je me souviendrai toute ma vie, quand on avait appris ça cette journée-là, on était comme atterrés. On disait, ben non, ça se peut pas, là. C'était l'incompréhension. Tu lui as rendu un magnifique hommage, Richard. Je te remercie. Ça fait plaisir. Je t'offre mes condoléances, hein, même 25 ans plus tard, quand on a aimé quelqu'un. Tu sais, comme disait l'autre, quand on aime une fois, on aime pour toujours. Alors, moi, mon album va avoir été la fleur qui a poussé dans cette tempête-là, parce que le souvenir des chansons comme ma chanson Le Printemps, qui tourne encore, pour moi est attaché à ce moment-là comme étant le printemps que je lui souhaitais. Voilà. C'est vraiment beau. Pourquoi, d'après toi, en terminant, donc si c'est un printemps que tu lui souhaitais, pourquoi lui vivait un hiver? Pourquoi dans sa tête c'était novembre? Parce que c'est lourd d'être un génie. Très bien dit. Merci beaucoup, Richard Petit. À très bientôt. Je t'embrasse. Je te sens très ému. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, Richard.
Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, la nouvelle est sortie il y a quelque temps maintenant. Ben oui, au Québec, on est tellement avant-gardiste, on est tellement progressiste. Un enfant peut légalement se faire reconnaître. Enfin, il peut légalement avoir plusieurs parents, plus que deux. Ça fait beaucoup réagir. Ça fait réagir, entre autres, Maître Sylvie Schirm, qui est avocate associée du cabinet Schirm et Tremblay. Et je la joins tout de suite parce qu'elle a écrit dans la presse une lettre ouverte. Maître Schirm, bonjour. Bonjour. Je vous montre ici, là, j'ai fait imprimer votre lettre, j'ai surligné en vert, j'ai pris des notes, parce que j'étais d'accord avec chacun des mots de votre lettre. Vous posez la question essentielle. Est-ce qu'on a vraiment pensé à l'intérêt de l'enfant? Je pense qu'on a peut-être oublié un petit peu le meilleur intérêt de l'enfant dans l'analyse qu'on a faite dans ce jugement-là ou dans la question aussi de la pluriparenté ou parentalité, comme vous voulez. On a peut-être pensé un peu plus aux droits des adultes, plutôt à comment l'enfant va vivre cette situation-là. Ce débat, on l'a déjà eu. Ça faisait partie de la réforme, c'est ça que j'en parle dans l'article. Oui. Et le ministre avait consulté tout le monde. Hein. C'était une large consultation qui avait été faite concernant ce sujet-là. Et on a décidé qu'au Québec, il y a 2 parents sur un certificat de naissance et non pas 3 ou 4 pour plusieurs raisons et dont celle de tenir compte du meilleur intérêt de l'enfant dans un cas de litige. Puis je comprends que quand tout va bien, ça va bien, mais quand ça va mal, c'est ça qu'on voit dans notre cabinet. Ouais. Et on a été un peu effrayés de cette situation-là parce que on donne ici une importance au droit à l'égalité des parents, mais je ne crois pas qu'on a assez évalué dans ce contexte-là le meilleur intérêt de l'enfant, ou en tout cas pas sous le prisme du meilleur intérêt de l'enfant. Je comprends. Ça, c'est mon opinion par rapport au jugement, mais je pense que dans les faits dans la vie de tous les jours de ces enfants-là, on l'a pas nécessairement considéré. D'accord. Alors, un point que vous soulevez et qui me paraît, moi, essentiel, c'est, on le sait, quand un enfant, quand les parents se séparent, mettons garde partagée ou pas, mais peu importe, il y a des questions de logistique. Tu passes 2 jours avec papa ou maman ou 2 mamans, 2 papas, peu importe, là, mais on partage le temps. Oui. Et quand il y a 3, puis 4, puis 5 parents, ça pose une question. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue pratico-pratique, c'est problématique. C'est problématique et c'est la question de la stabilité de l'enfant. Je dis aussi dans l'article, les enfants, ils sont résilients, mais on leur demande énormément déjà dans une couple séparée. On leur demande de s'adapter à 2 maisons, peu importe le temps, à 2 chambres à coucher, à la nouvelle blonde ou au nouveau chum et les enfants de la famille recomposée, de s'adapter à toute cette situation-là et souvent, puis ça, les enfants sont capables de s'adapter à ça, mais c'est quand même une demande qu'on fait. Où vient le problème? C'est lors du conflit. Parce que qu'est-ce qui est le plus dommageable dans la vie d'un enfant? C'est le conflit parental. Les études l'ont démontré à nombreuses reprises sans aucun doute. Alors, s'il y a un conflit entre 2, c'est déjà difficile, mais imaginez-vous un conflit entre 3 ou 4. Peu importe. Et là, qui va décider 2 contre 1? On va prendre une vote, on va faire un conseil d'administration. C'est comme vraiment pousser l'enfant à vivre cette situation-là lors d'une séparation et d'être obligé de composer avec tout ça. C'est énorme qu'est-ce qu'on demande à l'enfant. Ouais. Vous dites aussi dans votre lettre, et ça, je trouve que c'est un très bon argument, c'est comme si on avait imaginé, oh mon Dieu, c'est un monde merveilleux, l'enfant, il y a 3 parents qui s'occupent de lui, ou 4. Plus il y a de monde pour s'occuper d'un enfant, plus ça fait d'amour. L'amour, ça s'additionne, ça se soustrait pas. Comme si, parce que les gens, ils sont en trouble ou en quadruple, ils vont jamais se séparer. Je veux dire, pourquoi ce serait différent? Le taux de divorce, c'est 50%. Pourquoi les règles seraient différentes si on est 3 à s'occuper d'un enfant? J'ai l'impression qu'il y a comme un angle mort, là, qu'on n'a pas assez considéré.
Oui, puis d'ailleurs, il y a un jugement qui s'est rendu jusqu'à la Cour d'appel, puis voulait se rendre jusqu'à la Cour suprême il y a 2 ans, où c'était 3 personnes, 2 femmes, puis un homme, qui sont mis ensemble avec une entente de bonne foi pour élever un enfant. Et il y a eu toute une dispute. Les 2 femmes qui étaient mariées, il y a un des 2 qui est devenu homme, qui a transigé à homme. Le couple s'est divorcé. Et là, il y a 3 parents séparés et un père biologique qui n'était pas reconnu. Alors, tout ça, ça s'est rendu jusqu'à la Cour d'appel. Alors qu'on vient pas me dire qu'il n'y a pas de source de conflit ou qu'il y a possibilité de conflit, parce que c'est certain qu'il peut y avoir une possibilité de conflit. Et pourquoi on fait cette demande-là? C'est ça qui est la question. On fait une demande parce qu'on veut être sur un certificat de naissance. Pourquoi? Parce qu'on veut l'autorité parentale et on veut pouvoir participer dans les décisions. Mais si ça va bien, et on s'entend, j'ai pas besoin du papier pour qu'on s'entende. J'ai besoin du papier quand il y a un conflit pour que je puisse exercer mes droits. C'est pour ça que je fais cette demande-là. Entre autres, il y a d'autres raisons aussi, là, mais principalement, c'est pour me protéger en cas de séparation, que je puisse avoir entendu un choix, ma décision soit prise concernant l'enfant et en cas de rupture. Alors, il faut cesser de croire que ça va toujours bien aller. Tant mieux si ça va bien, tant mieux. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Il faut prévoir ça. Mais ce que j'adore, et c'est pour ça, à chaque fois que je vous parle, Maître Schirm, je suis toujours impressionnée par votre façon d'abord de vulgariser la loi et votre préoccupation qui est toujours sincère pour les enfants. Bien sûr, quand on fait du droit familial, c'est quand même ça qui prime. Par exemple, un couple ou un trouble ou un quadruple ou un quintuple se séparent. Il faut décider, par exemple, est-ce qu'on envoie l'enfant à l'école privée, à l'école publique, les vacances, il y a toutes sortes de décisions. Déjà à 2, c'est compliqué. J'ai vraiment l'impression que il y a des gens qui peut-être, mais là c'est moi qui parle, mais peut-être ont voulu obtenir cette reconnaissance légale parce qu'ils sentaient qu'ils étaient écartés de la reconnaissance aux yeux de l'enfant. Mais aux yeux de l'enfant, s'il a été élevé avec 3 parents, c'est pas un bout de papier qui va changer quoi que ce soit. Est-ce que je me trompe? Non. Exactement. L'enfant, c'est pas le bout de papier qu'il va regarder. L'enfant va regarder sa vie quotidienne. Et si on est 3 mais laissons faire le 4. Si on est 3, on le partage de quelle façon? Les décisions, on les prend comment? Si on a des différences, par exemple, d'opinion sur la nourriture, est-ce qu'il est vegan, est-ce qu'il est végé, est-ce qu'il va manger de la viande? Sur la santé, est-ce que j'amène chez le chiro? Je ne crois pas au chiro. Est-ce que le vaccin? Le vaccin, rappelez-vous, pendant la pandémie, oui. Ben voilà, les vaccins, on a tous vécu cette histoire-là avec les vaccins. Alors, il y a toutes ces décisions-là à prendre, et qui va les prendre et comment? Est-ce qu'on va être obligé d'aller devant un juge? Vous savez que dans mes dossiers de garde, même quand il y a une entente, on prévoit des pages et des pages de toutes sortes d'événements, l'année au complet, les vacances, les voyages, l'Halloween qui est maintenant devenu une grosse affaire. Quand j'ai commencé à pratiquer l'Halloween, personne n'était intéressé. Maintenant, ça fait partie du débat. Alors, imaginez, ça va se compliquer. Tout ça fait en sorte que, justement, il faut tout prévoir ça. Alors, entre on va devoir se quitter. Mais on va devoir se quitter, mais je demanderai pas à 3 personnes avec qui je vais passer l'Halloween le 31 octobre 2025. Je veux pas me retrouver dans votre bureau, Maître Schirm. Non. C'est la dernière chose que je veux. Je vous adore, mais je veux pas me retrouver dans votre bureau. Merci beaucoup, Maître Schirm. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. On va maintenant parler pendant 6 minutes du pape. Le pape de la musique, Dédé Fortin. Ça m'a fait peur. Non, non, ce que tu disais. Dédé Fortin, d'une certaine façon, était même l'archi-pape de la musique dans les années 90, donc avec le groupe Les Colocs, décédé donc non pas le 8 mai,
Mais, c'est-à-dire qu'en fait, le 10 mai, on a appris qu'il était mort en 2000, mais il était mort depuis 2 jours, donc le 8 mai. Donc maintenant, on souligne les 25 ans. Et toi, tu as une perspective sociologique là-dessus, même politique. Ça m'intéresse, ça m'intrigue, Rémi Villemur. Parce que pour moi, c'est l'incarnation du Québec, Dédé. C'est l'hésitation, c'est l'enthousiasme, c'est le saut dans le vide, c'est la folie. C'était un homme fou. Ceux qui ont découvert Dédé par le film qui a été fait sur lui ont découvert un gars qui sautait partout, une espèce avec Monsieur Ricard qui offrait une ressemblance, une performance d'acteur extraordinaire. C'était génial. Un hyperactif avant que tout le monde devienne des hyperactifs, c'est vrai. Et c'était très québécois. Tu sais, dans ses paroles, le répondeur, tu sais, quand il dit... Je dis jamais je t'aime tout court, j'ajoute toujours quelque chose après. Ouais, ça, c'est très québécois. Je dis je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Ouais. Puis ça, c'est québécois. On veut être libre, peut-être. Tu sais, on dit pas je t'aime. Merci Jean-Philippe qui est allé chercher l'image de Sébastien Ricard. Il y a quelque chose dans le sort même de Dédé. Dédé qui a très mal pris le référendum de 95, le résultat, la défaite. Dans le film... Le référendum volé, c'est important de Oui, tout à fait. Il s'est pas enlevé la vie en raison du résultat du référendum, mais c'était un homme qui, je pense, ressentait ce que le Québec ressentait. Il n'y avait pas juste sa peine, sa douleur, sa dépression. Il ressentait sur le poids de ses épaules tout le poids, finalement, d'un peuple qui s'essaye, qui a peur tout le temps, qui a tout le temps peur. Qui a tout le temps peur. C'est une excellente et fascinante analyse, d'autant plus que, je vais te poser la question qui tue. En 2000, Rémi, tu avais quel âge? 6 ans. Ça m'écarte. Ouais, et pas toutes mes dents. Ça, j'espère. Oui, c'est ça. Quand même pas mal. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ton regard sur quelque chose qui s'est passé, donc quand même bien avant ta naissance. Tu n'étais évidemment pas là en 1995 quand... En fait, on n'a pas le choix, si on a mon âge, de s'intéresser à lui parce il suffit d'aller dans un karaoké ce soir pour se rendre compte que c'est les chansons des colocs qu'on continue le plus de chanter. Et ce sont pas des gens qui ont 40, 50 ans en montant qui chantent ces chansons-là. Il y en a, mais il y a aussi des jeunes et des plus jeunes que moi. Parce qu'il y a quelque chose dans la musique des colocs qu'on ne retrouve presque plus. J'ai pas envie de dire plus, mais presque plus dans la musique contemporaine. Tu sais, c'est pas des arrangements de voix, c'est une voix de feu de camp. C'est une voix feutrée, une vraie voix québécoise on a tous un ami qui chante comme Dédé. On a tous un ami qui a de la peine comme Dédé. On a tous un ami fragile comme Dédé. Dédé, c'est un Québécois. Et je voulais te lire un extrait d'une chanson Dieu, t'es en feu aujourd'hui, méconnue et j'ai très peu dormi. Donc, c'est ce qui arrive, honnêtement, je suis bizarre. Moi, je sais pourquoi. Ouais. Donc, il y a une chanson très, très, très peu connue des colocs qui s'appelle La Comète. OK. Et dans cette chanson-là, il dit quoi? Il dit ceci, je vais même essayer de le faire sans regarder les paroles. Il dit « Condamné par le doute, immobile et craintif, je suis comme mon peuple, indécis et rêveur. Je parle à qui le veut, de mon pays fictif, le cœur plein de vertige, et condamné et rongé par la peur. » Mon Dieu! Et rongé par la peur. Alors, lui-même, dans cette chanson, trace un parallèle entre les hésitations qu'on peut avoir comme individu, la peur, comme tu dis, de sauter dans le vide, la peur de l'inconnu, et le Québec qui est constamment sur le bord d'eux en 80, sur le bord d'eux en 95. C'est excellent. Est-ce que tu voulais qu'on l'écoute? Non, on n'a pas. Mais raconté par toi, c'est magnifique. Et tu sais, il y a des gens qui pourraient nous écouter et dire, franchement, là, regarde, c'est un chanteur qui chantait bien, il a eu une belle œuvre, il n'y a rien de politique là-dedans, arrêtez de mêler. Mais ça, c'est un réflexe typiquement québécois, par contre. Honnêtement, de ne pas être capable de mesurer que des artistes qui, de toute façon, ont pris position de façon frontale et ouverte pour la souveraineté, étaient rongés par ça et ont pu voir leur destin être affecté par ça. Pauline Julien, c'en est une autre. Oui, Pauline Julien ne s'est jamais remis de la défaite référendaire. Remise, effectivement. Hubert Aquin. Hubert Aquin qui s'est enlevé la vie à la suite de la victoire du Parti québécois en 1976. Il s'est enlevé la vie quelques mois après parce que c'était trop pour lui. C'était trop. Il était comme... il voyait la vague arriver, puis ça lui a fait peur. Puis c'était dans son œuvre avant. Il fallait lire Hubert Aquin pour ne pas être vraiment surpris de ce destin-là. Mais de toute façon, ce que tu dis, là, tu le prends l'exemple, et c'est pour ça que je t'adore, Rémi, tu prends l'exemple précis de Dédé Fortin, et tu nous donnes évidemment d'autres exemples, mais c'est impossible de penser qu'un peuple qui se dit non à lui-même, que ça ne laisse pas des cicatrices sur l'âme d'un peuple. Et qui sommes-nous à part des membres de ce peuple-là? Donc, même si toi, tu ne l'as pas vécu en 95, il reste que tes parents l'ont vécu, tes grands-parents, peu importe qu'on soit des nouveaux arrivants au Québec, il y a une cicatrice sur l'âme du Québec.
Et tout le monde participe, tout le monde a une petite cicatrice quelque part de ça. Et quand je dis une cicatrice, c'est pas seulement dans l'âme des séparatistes, là, je veux dire, le Québec et le Québec d'aujourd'hui est tributaire, est héréditaire de ce qui s'est passé en 95 et en 80. Que tu sois pour ou contre l'indépendance, ça a laissé des traces et tu viens de le raconter de façon exemplaire. Et puis il y a des blessures qui font plus mal que celles qu'on nous fait. Il y a des blessures qu'on se fait à soi-même. Et c'est ça qui faisait si mal à Dédé Fortin. C'est parce qu'il savait que le Québec s'était fait mal à lui-même en se disant non. C'était pas juste une blessure qu'on lui avait infligée et ça fait plus mal que tout. Merci beaucoup, très bien dit. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci à Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, qui a travaillé hyper fort aujourd'hui. Jean-Philippe Leroux, qui a travaillé hyper fort aujourd'hui. Et merci.